Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le 3 avril 2008 et j'ai le plaisir de vous présenter le 43e numéro d'Entre nous soit dit, qui se trouve être également la 86e émission de Reichmann TV depuis un peu plus d'un an. Ce qui prouve que nous tenons le rythme d'une part et que d'autre part, nous notons avec beaucoup de satisfaction que la fréquentation de notre télévision ne cesse d'augmenter et que par conséquent, notre objectif de départ est largement atteint et nous allons bien sûr faire tout ce qui est en notre pouvoir pour continuer bien sûr et pour essayer d'améliorer ce qui peut encore l'être. Nous allons aujourd'hui parler de la situation internationale et en particulier de ce qui se passe au Moyen et au Proche-Orient à la lumière de l'expérience et des connaissances d'un expert qui se trouve être Laurent Arthur Duplessis. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Nous avons eu l'occasion de faire pas mal d'émissions de radio ensemble déjà et aujourd'hui c'est à la télévision que ça se poursuit. Alors vous êtes un auteur particulièrement compétent dans tous ces domaines-là et je vais simplement montrer à la caméra vos ouvrages, les derniers en tout cas. Le dernier paru et reparu, même la Troisième Guerre mondiale a commencé, aux éditions Jean-Cyril Godefroy. C'est une nouvelle édition qui a été augmentée d'une préface ou d'une présentation nouvelle que vous avez faite à la lumière des derniers événements, je suppose. Oui, parce que mon éditeur a éprouvé le besoin de rééditer pour la 4e fois cet ouvrage, oui, dont la première parution remonte à octobre 2002, parce que une partie des événements décrits, annoncés, je dirais, dans cet ouvrage se sont déjà réalisés. Et du coup, il a estimé qu'il fallait le présenter comme un classique, ce qui m'honore tout à fait. Et je dirais que c'est un positionnement d'anticipation très différent de ce que font habituellement les commentateurs. Parce que les commentateurs vous disent « je commente, mais je ne prophétise pas », moyennant quoi la prophétie est implicite dans le commentaire, et si ce n'est explicite, car souvent il se laisse aller, et évidemment, à anticiper et à prévoir. Moyennant quoi, ils le font souvent en langue de bois, et puis s'ils le font en termes précis, généralement ils se trompent. Ah, c'est très ennuyeux. Et vous prenez le risque de vous tromper. De me tromper. Jusqu'à présent, jusqu'à présent ça va. Ça va ou ça va mal. Ou ça va mal. Donc je remonte à nouveau, la Troisième Guerre mondiale a commencé, de Laurent Arthur Duplessis, aux éditions Jean-Cyril Godefroy. D'autres ouvrages, très importants également, l'Iran dans la Troisième Guerre mondiale, également chez Jean-Cyril Godefroy. Un ouvrage qui a fait beaucoup de bruit également et qui en fait toujours 10 questions sur la Turquie et 10 réponses qui dérangent. Il n'y a pas que des questions, il y a aussi des réponses. Également chez Jean-Cyril Godefroy et l'islam, pardon, je suis en train d'intervertir, les voici, Islam-Occident, la guerre totale, également chez Jean-Cyril Godefroy. Alors on s'aperçoit finalement quand on a sous la main ces 4 ouvrages que c'est une véritable œuvre qui s'est édifiée en quelques années, depuis 2002 jusqu'à aujourd'hui, donc ça fait à peine 6 ans, et cette œuvre est fondée quand même sur ce qui est devenu un des points chauds, des plus chauds de la planète, c'est-à-dire le Moyen et le Proche-Orient. Alors vous êtes journaliste de profession et écrivain, vous avez travaillé au Figaro Magazine, et donc vous avez consacré vos efforts à l'étude et à la prévision dans ce domaine et dans cette région du globe. Mais pourquoi avez-vous fait ce choix? Et d'autre part, qu'est-ce qui vous a amené, parce que vous avez quand même beaucoup voyagé comme journaliste, qu'est-ce qui vous a amené à privilégier à ce point le conflit entre l'Occident et l'Orient? Eh bien, le sentiment d'une irrésistible ascension de l'intégrisme islamique dans le monde musulman, et ce sentiment s'est nourri de l'examen des événements depuis, je dirais, la fin des années 70, car c'est là que véritablement a commencé l'essor, notamment de l'influence des frères musulmans, notamment, entre autres. Et c'est là que véritablement la gestation intellectuelle islamiste a commencé à produire ses fruits. Une gestation intellectuelle qui remonte sinon à bien plus encore de temps que cela. Et alors,
j'ai toujours été frappé par l'incompréhension complète de nos élites, et ça avait commencé lors de mes études déjà. Quand j'étais en terminale au lycée Louis-Grand, j'étais déjà fasciné, je dirais, par la candeur de mes condisciples sur un certain nombre de phénomènes politiques, etc. Et notamment, moi qui venais d'Algérie, où je suis né en 1952 à Beaune, là-bas, et j'ai grandi dans le bled, jusqu'en 1962, et au milieu d'une guerre terroriste intense, comme on sait, et je dirais que ma première école de sciences politiques, ça a été le bled, dans une guerre civile, enfin, ou une guerre, je ne sais pas comment. La guerre d'Algérie. Où j'ai vu notamment ce que pouvait être l'emprise d'une minorité, en l'occurrence d'un noyau agissant FLN, sur une population arabe, qui souvent en majorité était pour le maintien de la présence française en fait. Et j'ai vu aussi alors ce que c'est que le pouvoir de la terreur. Et le pouvoir de la terreur n'entre jamais en compte dans les analyses politiques que font nos analystes, je dirais confortablement installés dans les officines, généralement bien rétribués, etc. Ils n'ont aucune idée de ce que c'est. Et notamment, j'en verrai un point d'application très simple. Nos commentateurs, qui sont optimistes par nature, sinon on ne les verrait pas sur les grands plateaux de télévision, puisqu'on est pessimiste, on ne les voit pas. Et je rends hommage à cette émission qui, justement, donne la parole à, je dirais, une pensée éminemment créative. J'ai vu toutes les émissions, elles sont d'une qualité absolument remarquable. Merci. Et je rends hommage à M. Reichmann et à sa télévision. Eh bien, tous ces commentateurs, par exemple, vous disent que les femmes vont libérer le monde musulman parce qu'elles veulent plus d'émancipation, elles sont coquettes, elles veulent plaire, etc. Seulement, le problème est le suivant. On voit dans maints endroits, dans les grandes villes du monde musulman, prolifération des voiles. C'est dû en partie, pour certaines de ces jeunes femmes, au désir de véritablement mettre le voile, et c'est un désir grandissant. Mais pour une autre partie, c'est tout simplement qu'elles sont terrorisées. C'est-à-dire que si elles se promènent dans leur quartier, ou enfin dans certains quartiers surtout, à l'occidental, en tenue un peu légère au printemps, etc., elles se font traiter de putes, etc., elles se font insulter, voire éventuellement violer, puisque, selon la charia, à partir du moment où elles ont une tenue impudique, entre guillemets, eh bien, il est légitime de les violer. Et c'est un argument, d'ailleurs, qui est également servi devant les tribunaux européens, par exemple, par les auteurs de quelques tournantes, qui disent « mais mon comportement était conforme à la charia puisque cette demoiselle n'était pas vêtue de manière décente ». C'est ce qu'on pourrait appeler ça un choc de civilisation appliqué à un exemple très précis, c'est l'attitude devant la femme. Et le problème se retrouve très facilement en Australie. En Australie, justement, il y a des difficultés nombreuses parce que c'est le pays du soleil et de la chaleur, tout le monde vit à demi-nu en Australie. Et pour les tenants de la charia, c'est une incitation à la tournante, etc. Et puis pour eux, de toute façon, c'est un scandale permanent. Donc évidemment, la civilisation du soleil, du surf, de la planche à voile d'un côté, de l'autre, la charia, évidemment. Alors, d'aucuns vous diront qu'il n'y a pas de choc de civilisation, qu'il n'y a pas de conflit de civilisation, que tout ça est une vue de l'esprit, etc. Moyennant quoi, ce que j'avais annoncé déjà en octobre 2002, dans la Troisième Guerre mondiale a commencé, et ce qui hélas se produit, c'est l'irrésistible ascension de l'intégrisme islamique en terre d'islam. C'est-à-dire que cet intégrisme islamique se déploie ou bien par les élections, ou bien par la violence. Et généralement en combinant les deux. Et il est tout à fait effarant, et hélas affligeant, de constater comment la démocratisation de certains pays musulmans, imposés d'ailleurs assez largement par les Occidentaux, notamment l'Union européenne pour ce qui est de la Turquie, pour la rendre conforme aux critères de Copenhague, etc. Mais Washington fait pareil. Washington impose des mesures de démocratisation à tous ces pays, à la plupart de ces pays. Il en résulte quoi? Il en résulte que plus les élections sont transparentes, et plus les islamistes remportent des parts de marché, si je puis dire, remportent des voix, des sièges au Parlement, etc. Et souvent même, ils retiennent leur élan
pour éviter la dissolution qui a frappé le fils algérien à la fin de 91, parce qu'il avait raflé trop la mise. C'était le cas en Turquie, effectivement. Alors, l'AKP, qui a été réélu, qui surfe sur une très belle croissance économique liée à la mondialisation, et dont le socle sociologique, un des socles sociologiques, est le développement d'une nouvelle classe d'entrepreneurs, les patrons de petites et moyennes entreprises, qui sont l'un des fers de lance de la croissance économique turque. Et ces patrons de PME sont fondamentalistes, ils soutiennent l'AKP, et c'est très très fascinant de voir comment cette élite économique, entreprenante, dynamique, qui est en prise sur le marché extérieur, qui arrive à vendre sur le marché extérieur, et qui est véritablement une richesse pour la Turquie. Comment cette élite qui vit bien, comment elle se tourne vers le fondamentalisme et comment elle se détourne du kémalisme. Et cela m'a amené à penser que nos élites subissaient le prisme de la pensée d'Auguste Comte. Auguste Comte, ce penseur du XIXe siècle, polytechnicien, rationaliste, effaré par les boucheries napoléoniennes et les guerres de Napoléon pendant sa jeunesse, et qui a voulu théoriser sur la paix universelle, et qui a expliqué que pour cela, l'humanité passait de l'âge métaphysique arriéré progressivement à un âge rationnel, je le fais de manière très synthétique, à un âge rationnel, gestion rationnelle des choses et des êtres humains, créant une richesse surabondante et pacifiant complètement cette humanité, enfin entrer dans une pensée logique et rationnelle. Et toute cette pensée d'Auguste Comte imprègne nos universités, nos grandes écoles. Nos élites sont pétries de cette pensée-là, d'une manière qu'elles en sont conscientes ou pas, hein, mais c'est souvent diffus. Et donc, nos commentateurs, j'en reviens à eux, ces chers commentateurs, nous avaient expliqué au cours des années 90 que l'intégrisme islamique serait un feu de paille, et que de toute façon, par le jeu combiné d'un certain nombre de facteurs, croissance économique, bienfait de la mondialisation, relative diminution démographique dans certains pays, pas dans tous, etc., on allait avoir un apaisement de ces fanatismes-là, et au fond, un modèle de démocratie dans lequel on verrait se développer, comme les chrétiens démocrates en Europe, et bien les islamo-démocrates. Il y a même un commissaire européen à l'élargissement, un Suédois, Olli Rehn, qui a déclaré que l'AKP était un parti post-islamique. Voilà. C'est vrai extraordinaire, alors que c'est vraiment le parti islamique par définition, que sa première décision, pratiquement, après sa réélection, a été de réintroduire la possibilité du voile pour les étudiants. Pour l'instant, ça n'a pas encore, je crois, eu d'effet, parce qu'il y a quelques blocages juridiques et judiciaires, mais il est bien évident que c'est de la folie. Je ne trouve pas d'autre mot que de considérer qu'un parti islamique est un parti post-islamique. Et alors là, on arrive au cœur du problème, et c'est là vraiment ça qui dérange au maximum, je dirais, nos médias occidentaux, c'est l'idée que justement, le corpus doctrinal musulman a besoin d'une réforme, comme le catholicisme a rencontré la réforme protestante au XVIe siècle, sous l'impact de l'imprimerie, etc. Et ce réformisme musulman n'apparaît pas. Et nous avons quelques penseurs à Paris, à New York, bien à l'abri, pour l'instant, qui effectivement théorisent quelque peu là-dessus. Ils n'ont aucun écho ni dans les profondeurs du monde musulman, ni même d'ailleurs dans nos banlieues. Et ce réformisme, depuis 14 siècles, il n'existe pas. Nous avons eu, après Mahomet, 150 ans de constitution d'une jurisprudence des tribunaux islamiques, le fiqh, qui est venu s'intégrer à la sunna, la tradition, et compléter les hadiths, les dires du prophète. Cet ensemble-là s'est stabilisé. Les portes de l'ijtihad, c'est-à-dire la remise en question des textes, ont été fermées, disons, au Xe siècle, sous la dynastie abbasside. Et un peu plus tard, chez les chiites. Et notamment l'arrivée des Turcs seljoukides au XIe siècle à Bagdad a complètement, alors pour le coup, mis un terme à tout ce qui pouvait ressembler à un appareil critique. Cela dit, je dirais aussi une chose, c'est que même au cœur de l'Espagne andalouse, qui a été qualifiée de miracle andalou, ou au meilleur de la dynastie abbasside, au IXe siècle à Bagdad, eh bien, aucun philosophe ne s'est aventuré à prôner la séparation de politique et de religion, même à cette période-là.
Ils lisaient Aristote, ils lisaient Platon, etc. Ils ont contribué à transmettre cet héritage intellectuel à l'Occident. J'y ai contribué parce que ça n'a pas été le seul canal, contrairement à ce que l'on dit. Mais jamais aucun de ces philosophes ne s'est hasardé à prôner dans ses écrits la séparation du politique et du religieux de manière claire et nette. Et pourquoi? Parce qu'ils étaient surveillés par les oulémas, les docteurs de la loi. Et ceci, d'ailleurs, très très vite, les amenait à se déjuger ou à s'exiler, etc. Même en étant en deçà des limites. Et les portes de l'Ijtihad étant fermées, ça a été le blackout intellectuel complet ensuite. Conclusion, on arrive en 2008, les portes de l'Ijtihad ne sont pas réouvertes. Pour qu'elles le soient, il faudrait que des institutions aussi prépondérantes que la mosquée Al-Azhar au Caire déclarent officiellement l'ouverture des portes de l'Ijtihad. Et qu'elles soient relayées par d'autres institutions prépondérantes dans le monde musulman. Ce qui, je le conçois volontiers, serait un électrochoc, puisque là, il y aurait l'électrochoc qui accompagne toute révision de cette importance. Le protestantisme, ça a été un électrochoc. Et cet électrochoc, on ne le voit pas du tout. Non seulement ça, mais la mosquée Al-Azhar de Caire est même extrêmement rétrograde dans ses prises de position doctrinales. Elle est extrêmement immobiliste. Donc, nous avons un effet d'optique qui fait qu'on fait monter sur nos plateaux de télévision 2-3 penseurs que nous abritons ici, et on fait croire à un public absolument pas informé que ça, c'est l'évolution générale du monde musulman. Oui, mais ça, c'est ce que les Américains appellent le wishful thinking, c'est-à-dire on essaye de penser selon ses vœux et non pas selon ce qu'on voit ou que l'on comprend, et on s'efforce de ne pas comprendre d'ailleurs ce qu'on comprendrait trop facilement. Mais cela étant indiqué, le cadre de notre discussion étant maintenant bien fixé, nous savons dans quel cadre nous nous plaçons, pas nous personnellement, mais nous avec tous les autres. Et donc nous savons qu'il y a effectivement un conflit. Certains disent qu'il n'est pas très grave, vous avez évoqué leur thèse, d'autres disent au contraire que c'est un conflit qui va durer, mais ce qu'il y a d'absolument certain, c'est que les révolutions religieuses ne se font pas très vite. Regardez ce qui s'est passé chez nous, en Occident. Il a fallu pratiquement un siècle pour que, alors évidemment certains vont dire hélas, d'autres tant mieux, mais pour que les découvertes de Darwin produisent un effet, c'est-à-dire que les gens se détournent de certaines croyances fondées effectivement sur un message qui ne paraissait plus conforme à la vérité scientifique. Et ce n'est pas un hasard si aujourd'hui une certaine école anti-darwinienne aux États-Unis, les créationnistes aux États-Unis, qui trouvent d'ailleurs des échos en Turquie. Complètement, parce que l'islam est créationniste. Voilà, l'islam est créationniste, sont aujourd'hui, ils ont bien compris ce qui s'était passé. Ils ont d'ailleurs mis du temps, parce que les thèses de Darwin, finalement, se sont développées assez lentement. Il a fallu presque un siècle pour qu'une certaine déchristianisation, qui ne visait pas spécialement d'ailleurs la christianisation, mais qui visait la création, c'est aussi valable pour la religion juive, qui est à l'origine quand même de la Genèse. Mais ce qui est certain, c'est que tout ça prend du temps. Et ce que je voulais dire par là, c'est que certes, l'effet de la télévision joue et que ça n'a pas joué pendant le siècle qui s'étend entre l'œuvre de Darwin et le début de la déchristianisation en Occident, mais il n'empêche que les mentalités évoluent infiniment plus lentement que les images ne leur donnent l'impression qu'elles peuvent le faire. Et en plus, la télévision crée dans le monde musulman un phénomène d'hétérotélie, comme disait Jules Monroe. Oui. L'hétérotélie, c'est que le même facteur, dans un premier temps, produit donc une influence donnée, mais dans un deuxième temps, le même facteur produit l'influence inverse. C'est un effet boomerang en quelque sorte. Ça. Et on l'a vu avec les médias, puisque McLuhan parlait du village planétaire il y a vers 1968-70, le grand village planétaire qui allait être constitué justement par la télévision, par l'audiovisuel, etc. Ce village planétaire devrait être encore maintenant beaucoup plus intime, puisqu'on a Internet. Eh bien, on a vu justement le phénomène d'hétérotélie, à savoir que lorsque dans tel ou tel quartier populaire ou village du monde musulman, et pas seulement, on voit des feuilletons, et on reprend l'exemple justement des femmes, par exemple, on voit des feuilletons, des beautés demi-nues et souvent lascives, font tourner la tête de héros tourmentés par tous ces problèmes.
eh bien, ils se disent, ben voilà, bon, l'Occident, c'est un monde dépravé. C'est un monde dépravé. Oui, oui. Et du coup, il y a une espèce d'hostilité qui se nourrit de toutes ces choses-là, et qui est attisée par des hommes de religion, qui en profitent pour illustrer leur discours avec tout ça. Et donc, le grand village planétaire, eh bien, c'est un village où les gens ont envie de s'étriper, parce que on dit du mal du voisin, on se met à détester le voisin, si je peux dire. Hein. Et sûr. Le village peut devenir un enfer. Alors, revenons aux questions d'actualité, que nous n'avions d'ailleurs pas vraiment quittées. Parce que c'est le fond. Ce dont vous avez parlé, c'est vraiment de l'actualité que nous vivons tous les jours, même si tout le monde n'en est pas conscient. L'Afghanistan. Actuellement se tient à Bucarest une session de l'OTAN au cours de laquelle est débattu le problème de l'envoi de troupes supplémentaires en Afghanistan. Peut-être pourriez-vous nous rappeler quand même ce que c'est que cette affaire d'Afghanistan, parce que beaucoup de gens ont oublié d'où elle est née. Alors naturellement elle n'est pas récente, on ne va pas remonter au conflit avec les Russes, mais remontons par exemple à ce qui s'est passé, à la décision d'intervenir en Afghanistan qui a suivi les attentats du 11 septembre. En septembre 2001, puisque Al-Qaïda était au cœur, était l'instigatrice de ces attentats, et que Ben Laden était abrité par le régime des talibans en Afghanistan. Donc les États-Unis ont décidé de frapper l'Afghanistan, ce qui semblait là tout de même assez logique, je dirais plus logique que pour l'Irak, puisque Saddam Hussein n'avait pas véritablement de lien très fort avec les islamistes. Il a essayé d'en avoir vers la fin simplement, mais en Afghanistan c'était clair. Moyennant quoi, ça pose tout le problème, ça, du conflit islam-occident et de la façon de le traiter, parce que effectivement, l'Occident manque d'hommes, et l'OTAN réclame constamment des hommes. Sarkozy en envoie 1000 de plus, mais il en faudrait beaucoup plus quand même. C'est toujours les mêmes qui font les efforts, les mêmes pays. Et la population afghane considère ces troupes occidentales comme des envahisseurs. Alors là, on est en porte-à-faux complètement, puisque les Occidentaux sont censés apporter la démocratie en Afghanistan, et les populations afghanes leur disent « Vous êtes des envahisseurs, rentrez chez vous, nos problèmes internes, on va les régler entre nous, avec les talibans, etc., mais ne vous en mêlez pas. » Et on a déjà là, évidemment, des grands paradoxes du soldat de la paix, considéré comme un envahisseur par les populations qu'il est censé materner, protéger, etc. Et coucouner. Et d'autre part, on a aussi un second problème qui est d'ordre militaire. C'est que l'Occident n'utilise pas, évidemment, dans les combats au corps à corps ou dans les combats de montagne, évidemment, sa supériorité technologique. Certes, il y a la couverture aérienne, etc. Il y a une très forte disparité de pertes, puisque les talibans, en l'occurrence, en ont beaucoup plus que les troupes de l'OTAN. Mais c'est un puits sans fond. C'est-à-dire que les talibans recrutent énormément dans la population afghane. Et en plus, il y a une convergence de volontaires du djihad, de l'ensemble du monde musulman, et il y a deux points de convergence, c'est l'Irak et c'est l'Afghanistan. Et l'Afghanistan sert aussi de terrain d'entraînement, comme c'était déjà le cas dans les années 80 contre les Russes. Alors le résultat, c'est que on est manifestement en train de perdre cette guerre d'Afghanistan. Sarkozy a dit qu'effectivement il y avait un enjeu, c'est que si on quitte l'Afghanistan, ce sera une incitation pour les islamistes qui s'enhardiront. Et il y a un enjeu, c'est le Pakistan, qui est juste à côté. Les talibans font tache d'huile au Pakistan, ils ont la maîtrise quasi complète d'une partie des provinces de l'Ouest, et déjà ils influencent le reste du Pakistan. Le Pakistan, qui est un chaudron islamiste de 55 millions d'habitants, avec une ville comme Karachi qui en fait 14 millions à peu près, qui est une immensité urbaine où les fermentent les passions fanatiques, comme souvent dans toutes ces grandes villes-là, et le régime de Musharraf est en sursis. Donc effectivement, si les Occidentaux quittent l'Afghanistan, on est sûr que Kaboul tombe très très peu de temps, toute l'Afghanistan tombe entre les mains des talibans en très peu de temps, et ce sera une victoire magnifique pour eux. Et de là, cela accélérera la chute du régime de Musharraf. Cela dit, moi je pense que tout cela, hélas, les dés sont jetés, c'est-à-dire que je pense que de toute manière, tous les régimes dits pro-occidentaux dans le monde musulman, depuis l'Atlantique jusqu'au Pacifique, tous ceux qui sont encore là ont vocation à tomber dans les prochaines années, et notamment à la faveur de la crise économique et financière dont on a vu la genèse avec la crise des subprimes l'été dernier. Crise économique et financière
qui va s'étendre et qui s'étend progressivement au monde entier, et qui sera alors le déclencheur, je dirais, de la seconde vague du djihad, de l'irrésistible ascension de l'intégrisme islamique en terre d'islam, puisque là, avec la crise économique et financière, donc la réduction très forte du niveau de vie dans ces pays musulmans et en Occident aussi d'ailleurs, et avec la diminution de l'aide de l'Occident, la diminution de l'activité des ONG, et puis les multiples répercussions que peut avoir une crise économique et financière, eh bien, ces régimes dits pro-occidentaux ne pourront plus résister face à la montée des imams, des oulémas, face à la montée du discours du revanchisme anti-occidental, et je dirais face à la montée d'un discours irrationnel. Alors, là où il y a un paradoxe, c'est que ce mouvement est encadré par des élites qui sont souvent fournies par les classes moyennes. C'est là où est le paradoxe. C'est-à-dire que les classes moyennes aisées fournissent en cadre de bon niveau ces groupuscules islamistes. Et encore un exemple récent, on a démantelé au Maroc, il y a à peu près, je crois, 3 semaines, oui, un mois, un réseau islamiste dont la caractéristique est qu'il était composé donc d'un médecin, d'un ingénieur informaticien, d'un chimiste, etc. C'est-à-dire des gens ayant un excellent niveau d'études, prospères, habitant des quartiers résidentiels, et pas du tout de jeunes illettrés des banlieues. Et alors là, évidemment, on a ce paradoxe, c'est-à-dire qu'on a une classe moyenne, et même parfois même des éléments de grande bourgeoisie qui donnent des cadres, à un mouvement qui par ailleurs a beaucoup de succès, enfin a une mouvance qui a beaucoup de succès dans les bidonvilles et dans les quartiers populaires, et on a la jonction de plusieurs classes sociales là. Et on sait depuis que l'histoire l'a prouvé, que c'est précisément lorsque la classe moyenne ou la classe supérieure fournit des cadres à un mouvement à caractère révolutionnaire que celui-ci a les meilleures chances de réussir. Et voilà. Et alors nous sommes effectivement dans ce cas de figure et il y a évidemment de quoi se préoccuper. Nous allons marquer une brève pause technique dans cette émission et puis à l'issue de cette pause, nous vous retrouverons pour parler de l'ensemble des problèmes que nous avons évoqués avec Laurent Arthur Duplessis. À tout de suite. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour à nouveau. Nous reprenons le cours de notre émission Entre nous soit dit, dont l'invité est Laurent Arthur Duplessis, qui est un écrivain, un journaliste et un expert en géopolitique, dont je vais vous rappeler les principaux ouvrages. Le dernier reparu et la Troisième Guerre mondiale a commencé, que je vous présente aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Je vous présente également l'Iran dans la Troisième Guerre mondiale, ainsi que 10 questions sur la Turquie et 10 réponses qui dérangent. Et cet ouvrage Islam-Occident, la guerre totale, tous ces ouvrages sont publiés chez l'éditeur Jean-Cyril Godefroy. Alors, Laurent Arthur Duplessis, nous avons, je pense, défini avec assez de précision le cadre dans lequel se situe ce conflit, que certains veulent nier à tout prix entre l'Occident et l'islam, mais que nous constatons avec un tout petit peu de réalisme suffit pour constater qu'il y a réellement un conflit. Et nous sommes donc face à toute une série de conflits potentiels. Nous venons d'évoquer l'Afghanistan et ce qui risque d'en découler, c'est-à-dire la chute du régime pakistanais. Il y a aussi le problème de l'Iran, que vous avez évoqué dans un de ces livres, où là, nous sommes dans une situation quand même assez extraordinaire, car tout le monde a suivi plus ou moins les équipés de l'Agence internationale sur l'énergie atomique, et les déclarations pour le moins surréalistes de M. El-Baradei. Et puis est survenu, il y a peu de temps, alors que des bruits de bottes, comme on disait, mais les bottes en l'occurrence ce sont des bombes, se faisaient entendre, un curieux alliage, ou une curieuse alliance, qui s'est passée aux États-Unis entre tous les services de renseignement, et qui nous ont bravement expliqué que jamais l'Iran n'avait songé, en tout cas dans une période récente, à se doter de l'arme atomique. Et voilà qu'on apprend récemment que ça n'était pas vrai. Alors, que s'est-il passé? Est-ce qu'il y a eu un véritable putsch des services de renseignement américains? Il y a eu un putsch des services de renseignement américains qui, au mois de décembre dernier, dans le NIE, le rapport du
renseignements ont expliqué, de manière d'ailleurs assez alambiquée, et les médias en ont fait un digest assez réducteur, mais enfin, grosso modo, l'idée à retenir était qu'à partir de 2003, l'Iran allait cesser ses préparatifs nucléaires. Et ça avait complètement coupé les ailes de Bush, qui préparait le bombardement d'Iran. Moyennant quoi, donc, il y a eu ce retournement de parler, à savoir que l'AIEA a expliqué que non, il y avait eu des traces de travaux nucléaires après 2003, par exemple sur une ogive nucléaire, etc. Et effectivement, le renseignement américain s'est fait l'écho des tourments d'une classe politique washingtonienne dont une bonne partie est extrêmement effrayée à l'idée qu'il puisse y avoir un bombardement de l'Iran. Et effrayée par les conséquences que cela pourrait avoir, évidemment, ça en aurait, bien sûr, ce serait un électrochoc considérable. Moyennant quoi, le problème reste entier. Le bombardement, à mon sens, aura lieu tôt ou tard. Et il aura lieu pourquoi? Il aura lieu parce que si l'Iran accède à la bombe atomique, il va devenir une puissance régionale jupitérienne, si je puis dire, dans la région, et il imposera sa loi. Il imposera sa loi d'abord, je dirais, au monde musulman environnant, et notamment aux monarchies sunnites du Golfe Persique, qui n'en veulent pas. Et qui en même temps ne veulent pas non plus de la guerre, et ils ne savent pas ce qu'elles veulent, mais enfin bon. Et puis, d'autre part, ce sera pour Israël, ce sera une menace permanente, c'est-à-dire qu'Israël aura régulièrement un chantage atomique, etc. Et d'autre part encore, Washington ne pourra pas déployer sa géopolitique du pétrole en Asie centrale, au Moyen-Orient, en Asie centrale, de la même façon avec un Iran nucléaire. Un Iran nucléaire qui a une armée forte, qui a un service de renseignement puissant, et qui est extrêmement interventionniste, puisqu'il téléguide le Hezbollah, le Hamas, etc. Donc, à partir de là, si les États-Unis renoncent à empêcher l'Iran d'avoir la bombe atomique, je dirais que pour la puissance impériale américaine, c'est un coup d'arrêt énorme. D'autant que l'accès à la bombe atomique par l'Iran, c'est une émulation dans tout le monde musulman. Déjà, plusieurs pays ont annoncé qu'ils allaient démarrer un programme de nucléaire, avec toutes les ambiguïtés, puisque Paris propose depuis quelque temps à qui veut en acheter des centrales nucléaires civiles. Tout le monde sait bien que l'on passe du civil au militaire en peu de temps, et surtout qu'avec le civil on forme des techniciens, des ingénieurs de haut niveau, et que la passerelle entre le civil et le militaire est assez étroite. Et on devrait tout de même se référer au précédent iranien et en tirer des leçons, mais hélas on ne le fait pas. Lorsque plusieurs puissances occidentales, dont les États-Unis et la France, ont puissamment aidé le Shah d'Iran, qui était un ami de l'Occident, ont puissamment aidé à démarrer un programme nucléaire, personne ne voyait d'inconvénient à la chose, puisque le Shah d'Iran était un occidentalophile, et je dirais un laïc. Et hélas, il est tombé en 1979, les mollahs ont pris le pouvoir. Le contrat Eurodif, la France l'a dénoncé puisque les mollahs étaient au pouvoir. Conclusion, ça nous a valu une des vagues de terroristes dans les années 80. Et il a fallu établir ensuite un compromis avec Téhéran pour que le terrorisme s'arrête, etc. Et on a aujourd'hui un bras de fer nucléaire avec l'Iran. Eh bien, ce précédent devrait servir et devrait nous dissuader de proposer des centrales nucléaires civiles à tout le monde. Mais apparemment, non. Et en tout cas, si l'Iran fait un essai atomique réussi un beau matin, si on apprend ça un beau matin, ça va être effectivement un choc dans de nombreux pays et il y aura un effet d'émulation, alors là, accéléré. Donc, pour maintes raisons, les États-Unis, je pense, vont tôt ou tard faire un bombardement des centrales nucléaires iraniennes et aussi des centres nerveux du pays, notamment les centres nerveux des Pasdaran, les gardiens de la révolution, qui sont des sortes de SS islamiques et qui sont un État dans l'État. C'est une armée puissante avec sa propre logistique, c'est son propre commandement. C'est une armée d'élite qui a fait ses preuves dans la guerre Iran-Irak des années 80. C'est une armée très motivée
Et ces passedarans, en plus, tiennent des secteurs maintenant de plus en plus larges de l'économie iranienne et de la finance iranienne. Et Ahmadinejad a beaucoup développé encore leur emprise. Mais sous la bienveillante surveillance du guide suprême Ali Khamenei, qui est un soutien d'Ahmadinejad, contrairement là aussi à ce que beaucoup de commentateurs ont voulu espérer. Et les dernières élections en Iran ont donné une bonne majorité aux conservateurs. Elles sont truquées, les élections, mais enfin, elles sont toujours truquées, donc les différentiels ont tendance. Et le peuple iranien a en quelque sorte, au fond, de cautionner, je dirais, la politique de légitimation par le nucléaire poursuivie par Ahmadinejad. On peut dire que les dernières élections ont couronné la politique d'Ahmadinejad, et conclusion, on n'en a quasiment pas entendu parler dans nos médias. Presque personne n'a vraiment fait de gros développements sur ce sujet, puisque ça n'allait pas dans le sens des prévisions optimistes. Et de fait, je crois que les Occidentaux, enfin les Américains, tôt ou tard, font un bombardement de l'Iran pour justement mettre un coup d'arrêt à cela. Ça aura, évidemment, ça produira une secousse sismique, bien évidemment. C'est ce qui fait reculer jusqu'à maintenant, mais ça deviendra de plus en plus inévitable. Et je pense que si on laisse faire la prolifération nucléaire comme elle commence à s'enclencher maintenant, je crains que d'ici quelques années, les choses vont de plus en plus vite maintenant en technologie. On est dans une sorte d'holocauste nucléaire. C'est-à-dire que tout le monde nous parle de la dissuasion, mais la dissuasion, elle a été forgée, je dirais, dans un système bipartite. Il y avait l'Occident et il y avait l'Union soviétique. Et je dirais que les deux parties fonctionnaient avec un certain consensus. Et je dirais, s'entendaient sur le sens des mots, et s'entendaient, je dirais même, sur certains principes de civilisation, même, au-delà des clivages entre marxisme et libéralisme. Et donc, je dirais que c'était un jeu intra-occidental, finalement, puisque la Russie est moitié orientale, mais moitié occidentale aussi. Et je dirais que c'était un jeu, en quelque sorte, rationaliste et rationnel. La dissuasion a fonctionné dans ce contexte. Mais quand vous avez, par exemple, la personne du président Ahmadinejad, un dirigeant qui croit vraiment, profondément, qu'une apocalypse ne peut qu'être bénéfique, parce qu'elle préluderait au retour du 12e imam, puisque les chiites... L'imam caché. L'imam caché. Et que donc, le retour de l'imam caché va permettre à l'islam de s'étendre à toute l'humanité. Et que ce sera à ce moment-là l'âge d'or de l'humanité, ce sera l'avènement du paradis sur terre en quelque sorte. Eh bien, lorsque un dirigeant de ce niveau-là est imprégné à ce point de cette conviction-là, on peut s'inquiéter quelle est la bombe atomique. Et on peut aussi s'inquiéter de ce que d'autres dirigeants à venir, qui seront influencés par l'intégrisme islamiste, alors que ces dirigeants soient chiites ou sunnites. Les sunnites n'attendent pas le retour du 12e imam, mais enfin, c'est le djihad qui prévaut pour que l'islam s'étende à toute l'humanité. C'était un but commun aux chiites et sunnites. Eh bien, on peut se demander si le mécanisme de la dissuasion va fonctionner aussi bien qu'entre Washington et Moscou, Paris et Moscou. Puisque nous ne sommes plus du tout, je dirais, alors là, dans une logique comptiste, puisque je dirais que les soviétiques étaient un peu dans une logique comptiste aussi. Nous sommes dans une logique de guerre de religion. Et avec donc toute la charge métaphysique, qui est la pire des charges. La charge métaphysique, c'est la pire. Eh bien, moi je dis que je pense que la dissuasion ne peut plus s'établir de la même façon. Donc vous pensez qu'on risque à un moment ou à un autre de passer de la dissuasion à l'exécution de la menace, et donc à ce qui serait une guerre préventive contre la nucléarisation de l'Iran. Et alors, à la lumière de ce que vous venez de nous exposer, comment se présente l'élection présidentielle américaine? Nous savons maintenant qu'il y a 3 personnes qui peuvent aspirer à être président des États-Unis, 2 chez les démocrates, M. Obama et Mme Clinton, et un candidat qui, lui, est assuré de sa désignation chez les républicains, John McCain. Est-ce que vous pensez que la situation en Iran, entre autres, puis il y a bien d'autres problèmes également, va jouer dans la détermination du vainqueur? Alors, moi je serais tenté de penser qu'il y a une fenêtre de tir, si je peux dire... C'est le cas de le dire. Cet été. Cet été. Cet été. Oui. Donc pense... avant la désignation... Voilà. Pour intervenir à point nommé sur le cours des
prochaines élections, parce que si une crise de cette importance se déployait, une crise de cette importance, je pense qu'on pourrait être assuré de l'élection de McCain. Oui, qui présente quand même aux yeux des Américains plusieurs garanties. La première étant évidemment que c'est un homme courageux qui a fait 5 ans de captivité dans les geôles d'Ho Chi Minh. C'est un véritable héros, John McCain, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que quand son père a été nommé amiral du... Son père était amiral de la flotte américaine. Les Viet Cong se sont dit, le fils d'un aussi haut personnage, on va le libérer. Il a refusé, parce qu'il n'a pas voulu laisser de côté ses camarades. Écoutez, un homme comme ça, c'est un homme du temps de crise. Et par rapport à la charmante mais un peu hystérique Hillary Clinton, il n'y a pas photo. Et quant à Obama, difficile vraiment de savoir. Il est distancé maintenant. De toute il façon, est distancé apparemment. Je ne pense pas qu'il aura l'investiture. Et d'autre part, à regarder son programme, on s'aperçoit qu'il n'en a pas. Voilà. En tout cas, d'ailleurs, ça commence à apparaître effectivement aux yeux des élèves. Parce qu'il commence de plus en plus tout de même à être distancé maintenant. Oui. Il semblerait qu'Hillary Clinton aura l'investiture. Et je pense qu'une fenêtre de tir, effectivement, ça peut être cet été. Et là, ça assurerait la réélection de McCain. Si Bush ne fait pas le bombardement, je pense que McCain le fera. D'abord parce qu'il est très hostile à ce que l'Iran ait la bombe atomique. D'autre part parce que McCain, je dirais, ne s'aplatit pas devant le politiquement correct non plus. Et c'est d'ailleurs une des caractéristiques majeures de cette élection, de cette investiture de McCain. McCain ne fait pas de concessions. Il a ses convictions, bon, il est contre la torture, il a été torturé lui-même, etc. Bon, donc il était contre le centre Abu Ghraib, etc. Bon, enfin, ça c'est un autre sujet. Mais McCain n'a pas désavoué la guerre d'Irak, par exemple. Indépendamment de ce qu'on peut penser, mais c'est extrêmement courageux. Il a d'ailleurs même dit qu'il était hors de question de se retirer d'Irak. Voilà. Ce serait une défaite majeure, a-t-il dit, et donc cette défaite, il ne veut en aucune manière l'assumer. Voilà. Et vous vous rendez compte qu'il obtient l'investiture du Parti républicain, McCain, avec des positions aussi haussées. Alors que cette guerre d'Irak est somme toute assez impopulaire aux États-Unis, il prend un rebrousse-poil l'opinion publique sur l'Irak, McCain. Et cependant, il obtient l'investiture du Parti républicain. Et je pense que... Pardon de vous interrompre, mais c'est une investiture populaire. Il ne s'agit pas des élites qui désignent un candidat, il s'agit des gens, des électeurs de base, qui ont choisi, avec plusieurs candidatures possibles, John McCain, ce qui prouve, soit dit en passant, qu'on peut s'interroger sur les sondages, parce que les sondages disent tous, paraît-il, que la guerre d'Irak est terriblement impopulaire. Il est probable que c'est le cas, mais pour autant, quelqu'un qui est aussi carrément, et vous l'avez dit tout à l'heure, dit il n'est pas question de nous retirer d'Irak, n'aurait pas dû, dans ces conditions, être choisi par le Parti républicain. Or, il l'a été. Et effectivement, si Bush ne bombarde pas l'Iran, McCain, je pense, le fera, pour toutes les raisons que j'ai indiquées tout à l'heure. Et je pense aussi qu'il y a un autre élément qui entre en jeu, la crise économique et financière. Oui. J'entends beaucoup de gens me dire que le bombardement d'Iran ne peut pas avoir lieu parce que les caisses sont vides aux États-Unis. Mais je ne pense pas que les guerres éclatent quand uniquement tout va bien, que les caisses sont absolument pleines et qu'on a tout motif de satisfaction. Les guerres éclatent plutôt. C'est même plutôt le contraire. Oui. Et d'autre part, l'Iran, de toute façon, est une éponge à pétrole. Il a des réserves de pétrole colossales. À un moment où on commence à parler du pic pétrolier, c'est-à-dire le pic pétrolier, c'est quand un puits de pétrole ou de gaz est à moitié vide et qu'il faut beaucoup d'énergie et donc de capitaux pour achever de le vider, ce qui fait qu'il est de moins en moins rentable ou pas rentable du tout. Alors c'est un paramètre qui peut être une variable, c'est-à-dire qu'en fonction de l'augmentation des prix du pétrole, certains puits deviennent rentables, etc. Mais justement, donc le bombardement de l'Iran pourrait aussi... Ça pourrait jouer dans la détermination. Oui. Voilà. Alors, évidemment, c'est un élément majeur, mais il y en a d'autres qui ne sont pas mineurs pour autant. Je pense en particulier au conflit israélo-palestinien, qui alors lui, pour le coup, est vraiment dans l'impasse. Bon, M. Bush essaye plus ou moins de ménager quelques rencontres et exerce des pressions qui ne sont pas très pressantes, si je puis dire. Et en même temps, on a une situation qui paraît totalement bloquée, puisque vous avez d'un côté le président, M.
qui lui, semble disposer à une certaine négociation. Puis de l'autre côté, vous avez le Hamas qui, dans la bande de Gaza, semble y être résolument hostile. Comment faire? Le vrai conflit, semble-t-il, est maintenant devenu un conflit interpalestinien. Oui, et il faut quand même dire une chose, c'est que je suis profondément convaincu que dans ce conflit israélo-palestinien, on retrouve l'idée centrale du Coran et de la tradition musulmane, qui est que en terre d'islam, il ne doit pas y avoir un État juif ou chrétien, la force serait pas un État païen évidemment, mais même les gens de livre, les juifs et les chrétiens, n'ont pas le droit d'établir un État indépendant sur une terre d'islam. Et les juifs et les chrétiens ne peuvent vivre en terre d'islam qu'en position de dhimmi, c'est-à-dire servitude, avec une relative protection, mais avec une application de la plupart des libertés telles que nous les entendons. Donc je pense que ce soit les Palestiniens du Fatah ou que ce soit ceux du Hamas, je dirais qu'il y a quand même un dénominateur commun, c'est que pour eux, Israël, État juif indépendant en terre d'islam, c'est inconcevable. À partir de là, je pense que de toute façon, il n'y aurait jamais de paix entre Israël et le monde musulman environnant. Et non seulement cela, mais la tendance va plutôt à l'inverse. Puisque, avec la montée de l'intégrisme islamique dans le monde musulman, on assiste à une diabolisation de plus en plus forte d'Israël et des États-Unis et de l'Occident, et notamment à une vague de judéophobie galopante que l'on voit dans les feuilletons de télévision en Turquie, en Égypte, dans la plupart des pays musulmans, où le juif est considéré sous l'angle le plus caricatural, le plus agressif, le plus haineux, etc. Un livre comme Mein Kampf connaît un gros succès dans le monde musulman. Donc, cette montée de fanatisme judéophobe qui est antisioniste éloigne le monde musulman, je dirais en général, et le monde environnant israélien en particulier, autour d'Israël en particulier, d'une solution de paix. Je crois que c'est là aussi le problème de fond. Mais alors ces problèmes-là sont tellement brûlants, déchaînent tellement des passions qu'on peut, évidemment, on les évite souvent dans les médias, parce qu'évidemment, parler de ça, c'est extrêmement dérangeant. Et on en a l'écho dans nos lycées, quand on voit que les enseignants ne peuvent plus parler ou bien du darwinisme, ou bien de la Shoah, etc. Et jusqu'à l'université. C'est-à-dire qu'on a cette lutte de concepts, et les concepts sont à la base de tout. Les gens sont dirigés par les concepts, consciemment ou inconsciemment. Et les concepts nous éloignent de la solution du conflit israélo-palestinien. Et c'est dans ce contexte que le problème de l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne reste posé. On avait cru comprendre à travers certaines déclarations fermes de M. Sarkozy qu'il y était hostile, mais depuis, un certain nombre de reculs se sont manifestés, pas forcément décisifs encore, mais qui vont quand même dans le mauvais sens. Et aujourd'hui, en tout cas, les élites, entre guillemets, de l'Union européenne sont toutes d'accord pour l'entrée de la Turquie. Et alors, il y a à cela une explication aussi qui est économique et financière, c'est que le groupe AXA ou bien la BNP, etc., rêvent de multiplier leurs guichets en Turquie, de 71 millions d'habitants, un pays, la Turquie, qui est en pleine expansion économique actuellement, et le grand patronat, les patrons des grands groupes qui sont aussi les patrons des médias, ce sont les mêmes, ne souhaitent pas empêcher la Turquie d'entrer dans l'Europe parce qu'ils veulent avoir un accès facilité au marché turc, notamment par le truchement des fonds structurels européens qui seraient investis en Turquie si celle-ci adhérait à l'Europe. Entre parenthèses, l'Union européenne déjà paye beaucoup pour améliorer les infrastructures en Turquie et mettre aux normes la Turquie. Mais là, ce serait encore plus. Et ce serait un ballast qui stabiliserait l'économie turque et permettrait à ces grands groupes de sécuriser leurs investissements. Et évidemment, l'emprise de ces groupes en Turquie serait démultipliée complètement. Ils le font en général en association avec des grands groupes locaux, eux-mêmes souvent d'ailleurs contrôlés par l'armée, mais l'armée elle-même est sous tutelle du gouvernement Erdogan. Et le gouvernement Erdogan utilise très habilement
un processus d'intégration de l'Europe à l'Union européenne pour casser les reins de l'armée. L'Union européenne casse les reins de l'armée en concours avec Washington. Oui. Washington interdit à l'armée de faire un putsch pour destituer l'AKP. L'Union européenne verrait dans un putsch quelque chose qui ferait très désordre pour le processus d'intégration. Et Erdogan, qui est un génie politique, Erdogan est un génie politique. On n'en a pas, nous, hélas. On n'en a pas, lui en est un. Il a magnifiquement manœuvré. C'est un homme qui vient des franges extrêmes de l'islamisme, qui a fait de la prison pour ça, d'ailleurs, en Turquie, qui était inéligible, etc. Et Erdogan a très bien compris qu'il fallait travailler sur la sémantique, qu'il fallait savoir trouver les mots pour apaiser notamment les Occidentaux et les apprivoiser, qu'il fallait, contrairement d'ailleurs à certains de ses détracteurs islamistes, qui ne veulent pas du tout d'une intégration de la Turquie à l'Union européenne, lui a dit non, il faut au contraire qu'on s'intègre à l'Union européenne parce que ça va nous permettre de contourner la mainmise de l'armée turque sur le pouvoir. Et ça va nous permettre d'éviter que l'armée turque fasse un putsch, nous renverse, et nous casse les reins, etc. et exerce... Il s'abrite sous le parapluie qui n'est pas atomique, mais qui est démocratique et institutionnel de l'Union européenne, qui est tout simplement en train de scier la branche sur laquelle elle est assise. Car faire entrer dans une Europe en pleine islamisation 71 millions de Turcs, plus à peu près autant, voire davantage de turcophones, qui ont vocation à faire partie de la Turquie, c'est bouleverser complètement l'équilibre démographique déjà très précaire de l'Europe, et nous risquons de nous trouver très vite dans une situation où l'Europe deviendra ce que, d'ailleurs, Batior avait parfaitement prévu, et ce que les Européens ont parfaitement théorisé déjà, c'est-à-dire un euro-islam ou une Europe islamisée, un axe l'Eurabia, comme pour reprendre l'expression de Batior, et de quelques autres. Et donc là, nous sommes, je dirais, à la croisée des chemins. Si nous allons un peu plus loin, tout risque de devenir irréversible. Et je recommande d'ailleurs à nos téléspectateurs la lecture de Batior, qui est un auteur essentiel pour la compréhension de publié d'ailleurs également chez par mon éditeur, pour qui est votre auditeur. Pour les éditions en français, parce qu'elle est très connue aux États-Unis, elle est très connue en Europe. C'est un auteur d'une dimension incontournable, mais les médias français font le blackout sur elle, puisque sa pensée dérange profondément. Exactement. Et c'est une pensée essentielle, puisqu'elle a étudié au cours de longues études avec des gros livres le phénomène de la dimitude. Et très peu de gens en France savent ce que c'est que la dimitude. Ils ne savent pas. Or, c'est la clé, ça, puisque on parle je dirais, de dialogue des civilisations, etc. Mais la difficulté est quand vous avez une religion, en l'occurrence l'islam, qui hiérarchise complètement les religions et donc les groupes humains, et qui explique que lorsque le croyant est en position de force, il doit inféoder donc le non-musulman. Et s'il n'est pas en position de force, il doit ruser et utiliser le mensonge, qui est à ce moment-là une vertu religieuse, le mensonge. Alors que dans notre civilisation, le mensonge est toujours... est un péché. Est un péché. Les juifs, chez les chrétiens, c'est un péché. Chez les musulmans, le mensonge a une valeur stratégique s'il sert à faire avancer la cause de l'islam dans un milieu hostile. Et si le croyant est en position de force, il se doit d'utiliser la force à ce moment-là, c'est un devoir religieux aussi. Donc, quand il y a un corpus doctrinal pareil, et Batior le montre très bien dans ses œuvres, et c'est très étayé, eh bien, comment, évidemment, s'en sortir autrement que par une révolution religieuse, par un aggiornamento religieux au sein du monde musulman. Mais il n'y a que les musulmans qui peuvent faire leur aggiornamento. Et les nombreux intellectuels non musulmans qui font l'aggiornamento pour l'islam, ça, il y en a. Oui. Ils n'ont aucun écho. Voilà. Eh bien, ce sera le mot de la fin de notre entretien. Je vous remercie, cher Laurent Arthur Duplessis. Je précise pour nos téléspectateurs que votre nom est bien Arthur Duplessis et votre prénom Laurent. Voilà, il faut quand même préciser les choses. Et donc, je vous remercie de vos lumières. Je renvoie bien sûr à vos livres que j'ai montrés tout à l'heure et qui sont tous publiés chez Jean-Cyril Godefroy. Madame, mademoiselle, monsieur, je vous remercie de nous avoir prêté attention. J'espère que malgré le tableau assez préoccupant, pour ne pas dire plus, de la situation internationale, vous réussirez quand même à éprouver un certain bonheur. Je vous le souhaite vivement en tout cas. Portez-vous bien et
l'occasion d'une prochaine rencontre, nous aurons l'occasion effectivement de reprendre ce type de débat et ce type d'argumentaire pour le plus grand bien, je l'espère, et l'éclairage des consciences de nos concitoyens. Madame, mademoiselle, monsieur, merci, à bientôt, au revoir et vive la France.